Alors, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette présentation. Alors, pourquoi? C'est parce qu'il y a des trucs que je dois vous dire, ou que j'aimerais vous dire, mais que je ne peux pas forcément vous dire. Non, je vais être très clair, hein. Je pense que ça va être clair tout au long de la présentation. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a le Red Hat Summit avec énormément d'annonces. Donc, je suis resté jusqu'à un petit peu tard hier soir à récupérer les annonces officielles, savoir ce que je pouvais dire, faire des screenshots, parce que bien évidemment, les slides n'étaient pas dispo en interne. Enfin, c'était très compliqué. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la stratégie de Red Hat. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis William Hoffman. Je travaille chez Red Hat depuis 2003. Je suis ce qu'on appelle Cloud Solution Architect. Alors, j'ai la chance d'avoir vu grandir Red Hat. Donc, quand je suis arrivé, on avait un OS, RHEL, Red Hat enfin, même pas un OS, même pas Red Hat Enterprise Linux, c'était Red Hat Linux Pro avec Red Hat 9, tout ça. Et maintenant, on est à Red Hat Enterprise Linux, qui est un petit peu au cœur de notre business, qui va beaucoup plus loin. Voilà le mantra un petit peu de chez Red Hat. Hein. J'aime bien le rappeler parce qu'on a un super CIO qui s'appelle Jim Whitehurst, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Open Org, enfin The Open Organization, et qui définit un petit peu les tendances qu'on observe chez Red Hat. Alors, notre but chez Red Hat, c'est en plus de faire plein de milliards de dollars, plein d'argent, contribuer à l'open source, c'est être un petit peu le catalyste, hein, c'est ce qui va faire prendre la sauce, enfin la réaction chimique dans les communautés, alors aussi bien chez nos clients, les contributeurs et les partenaires, en créant une meilleure technologie, hein, et toujours ça, et toujours en suivant les principes de l'open source. L'open source, c'est notre ADN, hein, on y est énormément attaché. Donc tout ce qu'on fait est en open source. Quand on rachète des entreprises, on va libérer le code. Hein, c'est vraiment de la libération de code, hein, c'est assez beau, hein, on est des super-héros. Donc tous les produits dont je vais vous parler, tous les projets dont je vais vous parler, viennent de la communauté open source. Hein. On a plus d'1 million de projets dans la communauté open source. On a vu, il y a du Docker, il y a du Mesos, il y a même des bons vieux Apache, il y a tout un tas de trucs. Et nous, on va intégrer et travailler avec ces communautés pour en faire des produits à destination de l'entreprise. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre chez Red Hat au niveau de notre stratégie, c'est que nous faisons des produits à destination de l'entreprise. Le particulier n'a pas vraiment besoin de support, enfin quoique parfois si, mais on se retrouve sur les forums. Si vous voulez utiliser la future version de Red Hat Enterprise Linux, c'est ici, hein, c'est de la Fedora. Si vous voulez utiliser quelque chose qui change moins vite que de la Fedora, vous pouvez utiliser de la CentOS. Enfin voilà, hein, et après donc on a les produits entreprises. Enfin, vous pouvez voir le satellite OpenStack, OpenShift, CloudForms, enfin plein de noms très sympathiques. Donc c'est pour ça que ça nous pousse, enfin qu'on essaye de pousser des standards. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, je viens confirmer le discours de mes petits prédécesseurs. Hein. Que ce soit chez Docker, que ce soit chez Microsoft, que ce soit chez Google ou autre. On a déjà parlé de l'Open Container Initiative, de la Cloud Native Computing Foundation, ça c'est super dur à dire. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit les containers c'est sympa, mais si tout le monde se met à faire des containers, ça va pas être génial. Hein. Donc il y a des technos en dessous, hein, d'isolation, hein, donc les Linux containers, hein, les fameux LXC dont on parlait il y a quelques années. On a sécurisé ça, on a mis un petit peu de SE Linux, on a le format avec Docker, on a l'orchestration avec Kubernetes, hein, nous on a choisi Kubernetes. Et après, il y a des histoires aussi de registry et de container discovery. Pourquoi? Parce que quand vous avez poussé une application en prod, c'est bien si elle est sécurisée. C'est bien si vous êtes sûr qu'elle n'est pas sensible à une faille, on pourrait dire du shell shock, qu'est-ce qu'on a? Enfin, il y a eu plein de failles dernièrement dans le monde de l'open source. Donc c'est quelque chose d'assez important et c'est pour ça qu'on va travailler avec ces communautés, hein, ces initiatives. Alors, il y a Red Hat dedans, bien évidemment, mais il y a aussi des grands noms. Hein, donc c'est vraiment tous les leaders de l'industrie et ils se sont dit on va faire quelque chose, on va développer des standards sur le format, sur l'exécution. Comme ça, le client ne sera pas, comment dire, emprisonné, hein, sur une technologie. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que tout le monde a dit ça aujourd'hui. Depuis ce matin, on entend les clients sont libres d'aller où ils veulent. Enfin, on est vraiment dans un changement de paradigme, je trouve, en ce moment. Alors, j'ai vu la complétion sur Windows, j'ai été épaté.
Ça fait à peu près ouais, 13-14 ans que j'ai plus touché à un Windows, donc je me suis dit, il faut que j'en installe un. Alors pourtant, je touche à Azure, hein, mais je fais d'autres trucs dedans. Bon, on pourrait commencer avec un comics, hein, définir les containers. Allez, je le balance, c'est comme une VM en plus allégé. Mais non, c'est un wrapper, il n'y a qu'un seul process, blablabla. Bon, ça, on va le passer. On n'est pas là pour troller, même si on pourrait. Alors, quand on parle de container, alors on a des réponses différentes quand on pose des questions, suivant qu'on parle aux gars de l'infra ou aux gars des applications. Hein, on pourrait dire aux opérations ou aux devs, ou enfin voilà. Hein. Donc déjà, côté infra, alors je viens de l'infra, hein, donc je peux faire des blagues parfois maladroites sur tout ce qui est dev, mais j'ai l'impression que j'ai plus un public de dev que d'infra, je sais pas, il faudrait faire un sondage. Combien de personnes sont dans l'infra? Et le dev? Putain, 50-50, j'ai pas de chance. À la louche. Bon, mais tant mieux, hein, ça veut dire qu'on commence à bosser ensemble. Donc, les containers, ben, ça repose sur des fonctionnalités de l'OS. Enfin, Linux, c'est fortement lié à l'OS. Quoique c'est de moins en moins vrai, hein, d'après ce qu'on a appris. Enfin, c'est quand même lié à l'OS, mais ça ne sera plus que lié à un Linux. Bon, c'est du Linux dans les containers, donc ce sont des applis Linux. Alors, c'est plus simple, plus léger et plus dense que les machines virtuelles, donc que des avantages. Mais il y a quand même un petit bémol. Ben, derrière, j'ai besoin d'orchestration et de management pour arriver à passer ça en prod. Alors, quand je dis passer ça en prod, c'est en parler à destination des entreprises. Hein. Alors, côté application, ben, c'est une appli comme un smartphone. J'ai pas dit iPhone. Non, parce que j'ai vu beaucoup de Mac, je suis vraiment désolé. C'est affreux. Hein. Vous n'avez pas honte? On fait du libre. Donc, les applications à déployer faciles, comme sur un smartphone, hein, vous cliquez, hop, vous avez un market et vous avez votre application qui est installée. Donc c'est facile à partager, une typo, facile à ajouter à d'autres applications. Une deuxième typo, alors on ne compte pas les containers, mais on va compter les typos. Hein. Ah non, il était très tard hier soir. Donc, rien de plus facile que de partager une recette. Hein, pour la faire passer d'un endroit à l'autre. Et ce qui plaît aussi pas mal aux développeurs quand on est dans le cadre d'une plateforme PaaS, hein, c'est que j'ai une boîte noire, je veux ma nouvelle version de Node.js, je clique, tac, j'ai tout ce qu'il faut et je déploie. C'est tout simple à utiliser. Alors, pourquoi ce succès? Parce que ça plaît à tout le monde. Ça plaît aux opérations, ça plaît aux personnes de la plateforme, ça plaît aux développeurs. Je fournis des ressources très facilement. Je dis, je te donne tant de chers CPU, tant de RAM, tant de stockage. Et ces ressources, alors comme le disait Monsieur Google, je vais chercher à mieux les utiliser. Je vais optimiser l'utilisation de mes ressources. Alors ça plaît, on va dire, à ceux qui sont au-dessus ou en dessous, je sais pas, au côté financier. Hein. Pourquoi? Parce qu'on utilise mieux le matériel. Et en plus, c'est meilleur pour la planète. Côté plateforme applicative, je vais pouvoir intégrer tous les tests. Je vais pouvoir passer facilement de dev en pré-prod à prod. Hein, on peut faire tout un tas de détours par là. Autre point très intéressant, c'est que ces applications, hein, mon container, hein, c'est vraiment l'analogie avec ce qu'on met sur les bateaux, ou les camions, ou les trains, c'est que je vais porter ces containers partout. Hein. Et après, au niveau développeur, j'accélère la livraison des applications, c'est-à-dire que quand les métiers vous demandent une nouvelle application, j'en ai pour 5 minutes, c'est vraiment j'en ai pour 5 minutes pour déployer une nouvelle instance, qu'elle soit de test ou de production. Et cette instance, je vais pouvoir aussi la faire grossir. Alors pourquoi les entreprises utilisent les containers? Bon, ça je vais peut-être pas insister, hein, mais en gros, on veut aller plus vite, on veut se simplifier la vie, on veut être plus efficace, et on veut tout intégrer, et aussi on veut faire du DevOps. Bon, ça c'est pas le plus flagrant, mais c'est un facteur quand même modéré. Et regardez la valeur. Ça c'est pour ceux qui ont de la culture. Il y a tout partout. Hein. Donc l'adoption des containers, hein, ça c'est Paul Cormier qui a dit ça hier soir, enfin qui a fait une présentation hier soir au public. C'est qu'au départ, on commençait à jouer avec Docker sur son laptop. Hein. Je commençais à regarder, tiens, Dockerfile, comment je déploie, ça marche là, tiens, je me base sur telle image et autre. Après, il a fallu monter en puissance, hein, on a commencé à mettre des containers à droite à gauche.
je me commit à utiliser les containers, c'est-à-dire que j'ai vraiment du container en production, et une fois que mon container est en production, ben, je vais containeriser mon data center. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que je le surveille, je le monitore, je le backup. C'est le nouveau standard de distribution des applications. Donc voilà, hein, je vous dévoile un secret, les containers sont au cœur de la plateforme Red Hat. Ça, vous vous y attendez pas. Donc on a des containers sur la RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Sur le stockage, il y a eu une annonce à ce sujet. Sur OpenStack, j'avais entendu la question. Ah, ben voilà, c'est répondu. Et on a un outil tout en haut qui s'appelle Red Hat Cloud Forms. Alors pour ceux qui ont eu à gérer du VMware, il y a quelques années, il y avait un produit qui s'appelait ManageIQ, qui faisait des trucs comme vkernel, ça vous permettait de faire du chargeback, ça vous permettait de faire d'analyse de goulot d'étranglement, des migrations d'un hyperviseur à l'autre, enfin ça vous permettait de faire tout un tas de trucs. Ben, ce ManageIQ, Red Hat l'a racheté, l'a open sourcé, ça s'appelle Red Hat Cloud Forms. Le produit communautaire s'appelle ManageIQ.org. Et donc, on l'a adapté pour aussi surveiller les containers, manager, voir la puissance utilisée, enfin, avoir plein de reports. Nouveau logo. Il y a un tout petit truc ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Red Hat OpenShift Container Platform. Donc on avait OpenShift, avec différentes déclinaisons sur lesquelles je reviendrai. Alors maintenant, ça s'appelle Red Hat OpenShift Container Platform. Pourquoi? Parce que c'est plus uniquement du PAFS, mais c'est du CAS. Hein, on va faire un petit peu des buzzwords. Donc vraiment, les containers sont au cœur de la stratégie Red Hat. Red Hat investit énormément. Hein, on travaille beaucoup sous Kubernetes. On travaille aussi pas mal avec Docker, avec etcd aussi. En fait, on a tout intégré. Et ce sur quoi on insiste, on aime bien bouger, hein, vous avez peut-être remarqué que j'arrêtais pas de marcher, c'est que je vais avoir mon même workload à travers du physique, du virtuel, du cloud privé ou du cloud public. À l'heure actuelle, c'est tous les clouds publics majeurs. Amazon, Azure, Rackspace, Google, pardon. Je sais plus où. Voilà. Hein, donc on est capable de tourner sur tous les clouds publics, dans le cloud privé, bien évidemment, alors que ce soit du VMware, du RHEV ou de l'Hyper-V. Et après différents types ou de l'OpenStack, pardon, hein, surtout cloud privé, c'est surtout OpenStack. Virtualisation, on va dire, legacy à la VMware ou autre. Bon, d'accord. Alors comment on va faire ça? Alors, je vais pas détailler un petit peu les produits. Hein. Là, j'ai posé le truc, je vois l'horloge qui tourne. J'ai même pas parlé technique, j'ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Donc, comment on va faire ça? Comment on va faire cette stratégie? Comment on va aller vers les containers avec Red Hat? Donc voilà, Red Hat OpenShift Container Platform. Ben, c'est une plateforme, vous l'auriez deviné, qui va nous permettre de tout faire. C'est-à-dire, je vais designer mes produits, mes applications, je vais les construire, je vais les déployer et je vais les faire passer à l'échelle. On repasse à l'échelle, ouais, c'est scalé, hein, je ne sais pas comment vous traduisez ça. Mais voilà, c'est l'idée qu'on a là-dessus. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dessous. Sous OpenShift Container, Red Hat OpenShift Container Platform, on va l'appeler OpenShift, hein, comme ça. On en est à la version 3. Pourquoi? Parce que la version 2, c'était du LXC avec des scripts maison. On avait développé un super produit, mais il n'y avait pas de communauté derrière, c'était difficile à maintenir, hein, c'était vraiment des scripts shell avec les C-groups et les autres joyeusetés. On s'est dit, bon, on va adopter Docker, c'est un truc très bien, ça marche bien, ça tourne. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose, on va dire un host, pour contenir mes containers. Hein. Alors c'est soit une RHEL, soit le projet Atomic, Red Hat Enterprise Atomic Platform. Dessus, je mets une couche de Docker avec les API. J'ai l'orchestration et le management. Après, je vais avoir des services associés. Alors, tout ce qui est Docker Hub, Marketplace. On parle de XPath aussi dans certains cas, parce qu'on a des produits middleware. Vous savez, Java, le truc qui est lourd. Des bus de messagerie, enfin des bus applicatifs, des moteurs de règles, tout un tas de trucs comme ça. Ça aussi, on les met dans OpenShift, on les met dans des containers. On a même fait des trucs un peu foufou, et il y a des gars chez nous qui ont mis Oracle dans un container. C'est dégueulasse. Ça n'a surtout aucun intérêt. Et après, on va rajouter une couche User Experience. Hein. C'est-à-dire que sur la User Experience, on va rajouter
et intégrer tout un tas d'outils. Je pourrais dire du Jenkins, du GitLab, voire du GitHub si on y tient. Donc voilà, hein, donc on a User Experience. J'ai dessous, quelle que soit mon infrastructure, une couche de service. J'ai des nodes, alors qui peuvent être physiques ou virtuels. À l'intérieur de ces nodes, je vais avoir mes pods. Je ne vais pas refaire le truc sur Kubernetes. Hein. Alors ces pods peuvent fournir différents services, peuvent passer à l'échelle. Je peux enlever, rajouter des nodes. J'ai un dépôt, du stockage persistant. Là, je mets une étoile parce qu'il y a une annonce cette nuit. Et une couche de routage, hein, avec des noms aussi sympas que HAProxy et autres. Là aussi, incompatible avec les grands noms du marché, type F5 ou autre. J'ai une partie authentification. Hein. Il est évident qu'on va être capable de s'intégrer dans un annuaire d'entreprise, de faire de l'authentification Google Host, de faire du LDAP. Enfin, tout ça, c'est, on va dire, out of the box. Un scheduler, je gère ma réplication et mon management. Hein. Ça, c'est nos amis de Kubernetes qui font ça. Donc voilà un petit peu comment est organisé OpenShift. Il y a aussi un truc très très sympa. Imaginez vous développez. Vous utilisez GitLab ou GitHub ou un gestionnaire de sources. Vous avez un outil qui s'appelle S2I, Source to Image. Je suis désolé, hein, les slides ne sont pas géniaux parce que passer de LibreOffice à présentation, j'ai eu du mal à importer les trucs. Mais bon. Donc Source to Image, c'est je vais pousser du code dans mon Git. Je peux avoir des hooks. Et hop, qu'est-ce que ça va faire? Alors on a des roues dentées. Hein, quelques engrenages. Ben, ça va construire mon image et ça va la pousser, ça va construire mon container et le pousser en prod. Pratique. Alors c'est pas, il n'y a pas vraiment d'engrenage, hein, c'est des scripts, c'est des outils derrière. Voilà. Autre nouveauté. Alors ça, j'adore. Ansible, c'est bien. Ansible, mangez-en. Donc on a sorti, pour l'instant c'est à l'état, on va dire, pas embryonnaire, ça fonctionne, mais c'est pas encore un produit. Un truc qui s'appelle Ansible Container. Qui connaît Ansible? Ok. Qui fait du Puppet? Ah, donc Ansible a gagné. Alors Ansible, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus massif. En plus, avec Ansible, on peut parler à des routeurs, on peut parler à du stockage, on peut faire plein de trucs rigolos derrière. Ansible Container, alors, normalement, je commence par un init, un build, un run, un push, un shipit. C'est d'après, en fait, un simple playbook Ansible. Alors attention, hein, c'est compliqué, il y a une syntaxe, comment dire, on dirait presque du SendMail. Non, quand même pas. Enfin, c'est complètement lisible. Je fais des blagues pour montrer que je suis vieux. Donc plus personne ne fait du SendMail, celle-là je ne vais pas la faire. Un monsieur. Ah, vous en avez fait. D'accord. Sous la torture, est obligé, comme nous tous. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle un playbook Ansible. Donc il y a des méthodes de partage de playbook. Et après ce playbook, je vais le donner à manger à Ansible Container. Et je vais être capable de construire mon applicatif, de faire tourner mon applicatif, alors ça c'est bien si je suis sur mon laptop, mais de le pousser dans un registre, un hub, hein, si vous voulez, voire de le livrer directement à ma plateforme de passe. OpenShift au hasard. On peut faire d'autres plateformes de passe, hein, mais on préfère la nôtre. Au-dessus, je vous parlais de CloudForms. Alors CloudForms, c'est, on va dire, le côté très très entreprise. Hein, on quitte le mode du dev. Et on va être capable donc de manager notre plateforme de containers. Alors c'est livré en standard avec OpenShift. Mais surtout, c'est que ça va nous permettre de faire des trucs de ce genre, style compliance. Hein, je vais pouvoir scanner mes containers, je vais pouvoir regarder tout ce qu'il y a dedans. Je peux créer des portails de self-service. Nous, on s'en sert en interne pour faire des démos. On a un portail CloudForms. Je clique, je dis je veux ma démo OpenShift, plus VMware, plus OpenStack. Ça déploie toute l'infrastructure. Hein. Et après aussi, ça peut vous générer des jolis camemberts sur les ressources utilisées, faire du chargeback pour dire ben ça me coûte tant. Enfin, un produit très très sympa. Hein. Et donc, bien évidemment, qu'on plug sur les containers, mais aussi sur du VMware, de l'Hyper-V, du Red Hat Enterprise Virtualization, du public cloud. Google, ça va arriver sur ça va être annoncé bientôt. Et OpenStack, hein, bien évidemment. Je ne sais plus quand ça va arriver. Donc voilà, hein, la photo finale du PaaS, CaaS, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est j'ai mon host, une couche d'orchestration,
toute l'intégration du cycle de vie, la gestion des cycles de vie, et enfin la gestion des containers, et après mes containers. Alors on a Business Automation hein, avec tout ce qui est BRMS, BPMS, l'intégration, je ne sais pas si vous connaissez Fuse Service Works un petit peu, j'ai les sourires dans la salle, quelqu'un connaît Fuse Service Works, c'est pour intégrer plein d'applications. Tout ce qui est data virtualisation, c'est plein de sources de données, vous voulez en avoir, présenter une espèce de base de données virtuelle, ben vous pouvez le faire. Bon, et après, tout ce qui est Red Hat Mobile Application Platform. Alors ça, c'est aussi un truc qu'on pousse. Ça s'appelait Fidanri, ça va être open source bientôt. Donc c'est pour faire de l'application mobile que vous poussez dans les différents markets disponibles. Et toujours à côté, hein, différents outils. Donc en gros, pour reprendre tout ce que j'ai dit, 3 minutes 35, je suis pile poil. On va avoir OpenShift Online, donc la plateforme de passe. Donc c'est du Kubernetes, du Docker avec une jolie interface, un joli portail, tout ça managé par Red Hat. Vous avez OpenShift Dedicated, donc ça c'est de l'OpenShift qui vous est dédié, des nœuds physiques qui vous sont dédiés dans un cloud public. Vous avez OpenShift Container Platform, c'est ce que vous allez installer où vous voulez. Alors que ce soit, j'ai tout mis, j'ai essayé de rien oublier. Donc ça va être sur Red Hat Virtualisation, c'est plus RHEV, hein, pour ceux qui suivent, c'est Red Hat Virtualisation, vous savez KVM aux hormones, sur du physique, hein, avec du RHEL, sur de l'OpenStack, sur du Azure, sur du AWS, sur du Google Cloud Platform, sur du VMware, sur l'Hyper-V. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Xen, on l'a indirectement avec Amazon, donc je pense qu'on a tout. Donc voilà, notre plateforme de containers est disponible partout. Vous avez OpenShift Container Local. Alors ça, c'est un nouveau truc qu'on appelait avant le CDK, Container Development Kit. En fait, on va utiliser une image virtuelle avec du Vagrant et ça va vous permettre d'avoir votre OpenShift sur votre laptop, Linux, Windows, macOS, pour commencer à développer vos propres containers. Alors c'est developers.redhat.com, c'est gratuit. Vous avez toutes les ressources Red Hat. Vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, sauf de la production. Je suis désolé. Mais voilà, c'est vous engager. C'est un engagement moral. Hein. On s'est dit que ça pouvait être sympa d'ouvrir tous nos produits aux développeurs et aux utilisateurs pour tester. Donc on le fait. Et après l'OpenShift Container Lab, c'est une version d'OpenShift pour faire des POC. C'est juste un truc. J'ai pas fini, il me reste 1 minute 39, je ne rendrai le micro que quand je n'aurai plus de temps. Si on veut résumer la stratégie, du RHEL, un OS sécurisé pour accueillir les containers, donc Atomic Host ou Red Hat Enterprise Linux. Alors je dis sécurisé, je le répète un petit peu, certifié aussi je pourrais dire, mais parfois il y a des petites craintes au niveau sécurité des containers. Ah mais si j'ai un container qui tourne avec un ID un peu élevé, enfin, on a un truc qui s'appelle SE Linux. Qui active SE Linux? Eh bien, messieurs, je suis fier de vous. Les autres, tant pis pour vous. Alors, SE Linux, c'est un moyen de confiner des processus entre des machines virtuelles, des containers. Ne le désactivez pas. À chaque fois que vous désactivez SE Linux, Dan Walsh fait un pas de plus vers la dépression. Donc, Dan Walsh, c'est le gars qui a écrit la politique SVIRT chez nous, hein, donc c'est comme SE Linux virtualisation. C'est à chaque fois qu'on va écrire ou lancer un nouveau container, on va avoir un contexte et après on ne peut pas passer d'un contexte à l'autre avec SE Linux. Il n'y a pas encore de faille sur SE Linux. Donc sécuriser, EAL4+, enfin tous les trucs hyper importants. Au-delà de l'OS, la plateforme OpenShift, donc du dev à la production dans l'environnement de votre choix. À partir du moment où il y a du Red Hat qui tourne, vous pouvez mettre du OpenShift dessus. Du stockage via Red Hat Cluster Storage. Si je vous dis Persistent Volume Group, Persistent Storage, non, ça vous fait pas hurler. Voilà, c'est réglé, ça a été annoncé hier. Et Red Hat CloudForms pour le management. Hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu hier soir? Red Hat lance OpenShift Primed. En fait, c'est un partenaire d'écosystème. Je vous renvoie sur le site web. Je ne les connais pas encore tous. Donc, on peut avoir du Jenkins, du GitLab directement intégré dans la plateforme OpenShift. Plus certains de nos partenaires distribuent leurs applications sous forme de containers.
C'est le but, c'est de créer un réseau de confiance qui va d'un point à un autre. On peut scanner les containers. Alors, on a mis deux frameworks de scan hein, pour la sécurité et surtout la conformité des containers. C'est OpenSCAP, donc ça c'est un truc 100% communautaire, qui est intégré dans d'autres produits. Hein. C'est je vais vérifier, l'exemple bateau, c'est je vais vérifier que ma machine ou que mon container ne permet pas un accès au login root en shell, par exemple. Ah, ça c'est dans le cas de machine. Et Black Duck Software, hein, qui sont bien connus aussi pour faire de la conformité de machines, pour vérifier la conformité des systèmes. Le container natif Persistent Storage for Linux Container. Donc ça, c'est du cluster dans un container pour de l'OpenShift. Microsoft, on travaille beaucoup avec eux. Qu'est-ce qu'on a annoncé? On a annoncé OpenShift sur Azure. On a annoncé .NET et .NET Core. Voilà. Je ne connais pas encore bien, je n'y ai pas encore touché, sur du RHEL. Il y a aussi des histoires de SQL Server sur du RHEL, un langage de développement que j'ai plus suivi aussi avec Microsoft en parallèle. Donc effectivement, je ne suis pas quelqu'un, comment dire, je suis plutôt open source comme gars, pour ceux qui me connaissent. La vision Microsoft change énormément. Nous, on s'en rend compte depuis 2-3 ans, enfin depuis leur nouveau CIO, ils font des trucs libres, ils contribuent, il y a plein de patchs venant de Microsoft. Donc génial, on va avoir nos chevaux avec nos licornes avec des pingouins dessus. Joli t-shirt. Je viens le 5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, merci. Merci de m'avoir écouté. Il y a un mot-clé Red Hat Summit à suivre cette semaine, ça n'arrête pas. Désactiver les notifications. Parce que je me suis dit, je vais rien louper des annonces qu'on fait, et donc entre 20h et 22h, j'ai eu 400 ou 500 notifications. J'ai dormi sur le canapé, enfin bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc il y a plein d'annonces. On met la gomme sur tout ce qui est container, mais aussi sur tout ce qui est management. Pourquoi? Parce qu'un container à la main, ça ne fait pas de sens. Mais des milliers de containers qu'on va orchestrer, qu'on va faire passer à l'échelle, avec plein de trucs. Et je vais jeter... Microservices, je ne l'ai pas dit. Et microservices aussi. Il n'y a pas de container dans ma presse. Là, je disais ça pour ceux qui veulent la YubiKey. Donc il me reste 0.2.0. Je peux peut-être prendre une question. Vas-y, si je l'entends. Ouais. En fait, on l'intègre dans Red Hat OpenShift Container Platform. Voilà, il y aura Atomic. À voir. J'ai pas encore eu les annonces au niveau du prix. Alors on imaginait un moment, c'est-à-dire Atomic Platform pour juste de l'hébergement de containers, plus OpenShift pour le développement et autres. On a tout fusionné pour être moins confusant. Après, au niveau du prix, j'ai pas encore les infos. Voilà. Mais que de l'OpenShift. Salut Alexia. Ben, il y a notre chargée de partenariat ici. Si vous voulez lui poser la question sur le prix, je ne sais pas si elle l'a déjà. Hein, ça a été annoncé hier. J'arrête? Je peux continuer 1 heure, 2 heures. Hein, si vous... Je fais aussi les baptêmes, les mariages. Merci.